Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timon. Aujourd'hui, on va analyser une problématique d'envergure mondiale. La préservation de l'ADN de l'humanité entière. Comme vous avez déjà pu voir, en Norvège, il y a une espèce d'entrepôt qui a été aménagé là-bas. À partir de 2006, on a commencé à édifier une construction qui était pour servir à stocker des semences qui sont d'un peu partout sur la planète Terre. Et puis on s'est aperçu finalement que la majorité des espèces qui étaient cultivées à notre époque, c'est une poignée finalement de semences. Puis il y a plus que 75% des espèces qui étaient cultivées autrefois, depuis 10 à 12 000 ans, qui ne sont plus cultivées. Donc ça prenait absolument un endroit pour préserver ces semences-là, afin de ne pas les perdre à tout jamais, au détriment de nouvelles variétés qui auraient été faites en laboratoire, qui auraient été modifiées génétiquement par les grandes compagnies. Puis finalement, il fallait réussir à tout préserver les souches premières finalement de toutes les espèces de plantes cultivables que nos ancêtres utilisaient, que ce soit pour la fabrication du pain, que ce soit les vieilles souches de patates, de tomates, de maïs, d'Amérique du Sud, etc., etc. Ça prenait absolument un endroit centralisé où est-ce qu'on pouvait garder ces semences-là. Et puis finalement, dans le nord de la Norvège, il y a une île là-bas qui est très grande, un archipel. Et puis, dans le fond, sur cette île-là, qui est complètement à l'extérieur du continent européen, sur cette île-là, on se doute que les semences vont être protégées finalement, que ce soit de l'envahissement des humains, que ce soit pour toutes sortes de raisons, finalement, des guerres, eh bien, les semences vont être préservées sur l'île. Et puis, tout dépendamment des espèces de graines, il y en a qui peuvent durer plus longtemps. Et puis, advenant le cas que certaines semences soient à la veille de passer date, eux autres, ils vont être capables de les faire repousser pour aller rechercher des nouvelles semences et puis les restocker indéfiniment comme ça. Cet endroit-là est isolé de tout. Il se retrouve à 1120 km du pôle Nord. Et puis, c'est près de la ville de Longyearbyen, où est-ce qu'il y a seulement 2000 habitants. Et puis, eux, c'est déjà une colonie, en fait, qui est isolée, qui vont être approvisionnés soit par bateau, par avion. Donc, ils sont habitués de vivre à l'écart de l'Europe. Pareil comme ici, dans le nord du Canada, il y a des colonies, il y a des villes où est-ce qu'ils sont seulement alimentés par les approvisionnements par avion. Même s'il peut y avoir des routes au sol à l'occasion, elles ne sont presque pas empruntées. Et puis quand on monte vraiment dans le nord, là, souvent il n'y a même pas de route, là. C'est trop loin. Le gouvernement n'a pas fait construire de route. Mais là, évidemment, ils sont sur une île, un archipel d'îles. Donc, ça peut être approvisionné par bateau, mais aussi par avion, ça va plus vite, etc. Donc, la plupart des pays occidentaux qui avaient à cœur vraiment la protection des semences indigènes, ceux qui ont contribué financièrement en argent à la banque de semences de Svalbard, par exemple, les États-Unis auraient fourni pour l'instant environ 72% des semences qui sont stockées à Schwarzwald. Il y a des fondations aussi qui ont contribué à la hauteur de 23%, des sociétés XYZ à la hauteur de 5%, et puis moins de 1% par d'autres pays. Et puis pour l'instant, ça l'a déjà servi. Par exemple, quand il y a eu la guerre de Syrie, il y a des chercheurs, des biologistes qui avaient envoyé des semences à cet entrepôt-là. Et puis par après, lorsque la guerre elle a été terminée, on a redemandé d'avoir les caisses, puis ont été replantés dans les pays à proximité.
pour être certain de réapprovisionner le pays avec les semences souches avec lesquelles les paysans étaient habitués de travailler depuis des millénaires. Pour être certain que ça soit bien isolé de l'extérieur, la banque de graines a été creusée à une profondeur de 120 mètres. Il y a un grand corridor de 100 mètres pour arriver à la salle où est-ce qu'ils sont stockés, à l'entrepôt. Et puis là, il y a 3 salles rendues là-bas où est-ce qu'ils ont 27 mètres de longueur sur 9,5 mètres de largeur. Finalement, il y a un volume de stockage d'environ de 1500 mètres cubes. Par exemple, si on prend la datation de conservation, les dates de péremption des semences, si on prend juste l'orge, eh bien, avant d'avoir à en replanter, quoique ce soit préférable de replanter un peu avant cette date-là, pour éviter que les semences soient vraiment détruites, passées date à jamais. L'orge, lui, ça va prendre 2061 ans avant que ça soit passé date. Les pois chiches, 2613 années. Le niébé, 5342 ans. La laitue, ça par exemple, les semences survivent beaucoup moins longtemps, ça va durer seulement 75 ans. Le maïs conventionnel qu'on est habitué de voir, 1125 ans. Les oignons, 413 ans. Les pois cultivables, 9876 années. Le mil à chandelle, 1718 ans. Le riz, 1138 ans. Le sorgho, 19 890 années. Le soya, 374 années. Le tournesol, 55 ans. Et le blé, 1693 ans. Donc, il ne faut pas se surprendre à l'occasion quand on a déjà trouvé sur des sites historiques des vestiges en Égypte, peu importe en Irak, à l'occasion, on retrouvait des vieilles semences de blé. Eh bien, parfois, elles étaient replantables. Si elles avaient été bien conservées à l'ombre, dans des endroits qui n'étaient pas trop chauds, humides, eh bien, les semences étaient encore bonnes. Parce que vous voyez que les dates, c'est très long. Là, quand on parle de 9876 années pour le pois, là, eh bien, il y a des semences qui se conservent extrêmement longtemps. L'architecte qui est responsable des plans et de la construction est Peter W. Soderman. Et puis le site appartient en tant que tel au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de Norvège. À l'heure actuelle, il a été stocké 1 125 419 sortes de plantes, appartenant à 5 481 espèces de plantes. Donc, on voit que c'est très, très diversifié finalement, là. Ça fait le tour de la planète. Et puis, le fait de protéger les semences comme ça, c'est oui, OK, pour créer une banque indépendante de tous les pays, de toutes les nouvelles modifications génétiques, mais c'est aussi justement pour éviter la contamination par les OGM. Parce que ça s'est vu souvent, même au Canada, où est-ce qu'il y avait un agriculteur qui faisait pousser une espèce de maïs indigène dans son champ, sauf que tout le tour, c'était des espèces de maïs qui avaient été modifiées génétiquement par la compagnie Monsanto. Donc, comme les maïs pouvaient finalement se fertiliser l'un l'autre, ben c'est ce qui est arrivé. Avec le vent, les semences se sont envolées dans l'air, les semences du maïs transgéniques, et puis ils ont contaminé les espèces de semences indigènes du cultivateur. Et puis après ça, les autres Monsanto, ils ont été faire des tests dans les champs, puis se sont aperçus que le maïs du monsieur qui faisait pousser un maïs indigène était contaminé finalement par les OGM. Et puis là, lui, ils ont réclamé finalement qu'il arrête de faire pousser ce maïs-là, ou du moins qu'il ne pouvait pas replanter les graines, parce qu'eux autres, il y avait des brevets sur le vivant, sur le maïs qu'ils avaient modifié en laboratoire. Donc, dans un milieu ouvert, comme les champs, la planète en général, eh bien, évidemment, les semences vont se transférer par l'air. Et puis, on peut se ramasser à un moment donné qu'il n'y aura plus vraiment d'espèces indigènes. Les espèces transgéniques sont extrêmement répandues à notre époque
pour toutes sortes de raisons, parce qu'on réussit à faire pousser des espèces qui nécessitent moins ou avec lesquelles on va pouvoir utiliser un pesticide comme le Roundup, qui va épargner les espèces qui ont été modifiées génétiquement, mais qui vont tuer toutes les espèces autour, les mauvaises herbes, comme on appelle. Et puis, ou, mettons, on va être capable de rendre les plantes plus résistantes au soleil, à la sécheresse. Les plantes, ils vont pousser plus rapidement, etc. Il y a toutes sortes de nouvelles caractéristiques qu'on peut ajouter par les manipulations génétiques. Donc, c'est important d'avoir une banque comme ça, centralisée, mondiale, qui, elle, permet de préserver toutes les espèces souches qui, elles, ont évolué pendant des millions d'années sur la planète Terre. Puis moi, je vous dirais qu'avoir seulement une grosse réserve comme ça pour l'humanité entière, c'est quand même assez risqué. Pourquoi? Parce que les archipels de Schwarzwald peuvent être, à un moment donné, inondés, peuvent subir des problèmes, des explosions volcaniques à proximité. Il y a une panoplie de phénomènes environnementaux qui peuvent quand même arriver. Et puis, si cette banque-là est détruite, même si elle est à l'intérieur de 100 mètres sous terre, elle peut quand même être gravement endommagée. Donc, on perdrait toutes ces semences-là. Donc, à mon avis, pour être vraiment safe, ça ne prendrait pas juste une banque mondiale, ça en prendrait plusieurs, stockées dans plusieurs pays, et puis stockées surtout dans des régions extrêmes, éloignées de la population, qui, elle, on ne sait jamais la population, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'il va y avoir des guerres, est-ce qu'il va y avoir du sabotage, du vandalisme, on ne peut pas le prévoir, donc le mieux, c'est d'éloigner ça le plus possible des humains. Parce qu'on sait, partout où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, il y a de la barbarie, il y a de l'incompréhension, il y a de la destruction. Donc, il faut préserver nos patrimoines biologiques, que ce soit au niveau des semences, mais aussi au niveau des animaux. Puis, comme je vais l'expliquer dans ma conférence aujourd'hui, au niveau de la génétique humaine, pour éviter une destruction irréversible. Donc, me basant sur le projet de banque de graines mondiale de Schwarzwald, eh bien, il faudrait aussi créer une banque de gènes humains pour éviter aussi une dégradation de la qualité de la génétique humaine. Parce que pour l'instant, on le voit avec les projets occidentaux, mais ça commence à se répandre aussi partout ailleurs dans le monde, c'est des projets cosmopolitiques. Bien, les projets cosmopolitiques, bien, ils mènent à un métissage. C'est irréversible. Donc, on veut avoir un monde ouvert, on veut avoir des frontières ouvertes, on veut des déplacements de population partout dans les pays. Eh bien, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est le remplacement des populations indigènes, pareil comme d'apporter du maïs transgénique au Mexique. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tôt ou tard, ça remplace les variétés indigènes. Parce que, oui, les maïs modifiés génétiquement sont plus performants. Et fait que finalement, les cultivateurs, tranquillement pas vite, vont transiter vers ces semences-là. Et puis, ou sinon, ben, c'est le métissage. Ça veut dire finalement la contamination des OGM vers les souches ancestrales indigènes de semences. Eh bien, c'est la même affaire pour les animaux, c'est la même affaire pour les êtres humains. Donc, si on ne veut pas se ramasser avec une humanité complètement métissée d'ici quelques centaines d'années, quelques millénaires, eh bien, il va falloir préserver les génétiques indigènes des différentes populations d'apparition génétique continentale, comme je l'appelle. Si on est capable de faire des eaux pour sauvegarder les espèces animales des différentes forêts qui sont menacées, si on est capable de préserver les plantes, on est capable de préserver les oiseaux, on fait tout pour les reproduire artificiellement dans des eaux, dans des laboratoires, comme le panda d'Asie. Eh bien, quand les Chinois se sont aperçus qu'il en restait presque plus, il en restait environ 1000-1500, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapatrié quelques individus dans les eaux pour les reproduire. Et puis, il y a toutes sortes d'animaux comme ça qu'on reproduit artificiellement. Eh bien, l'humanité, pourquoi que nous autres, on s'épargnerait de ça finalement? Ah, ben nous autres, on serait protégés, notre génétique ne sera jamais altérée. Eh bien non. Et non, on est autant vulnérable que toutes ces espèces-là, même si on domine la planète, on domine les différents environnements, on est quand même un animal, on a quand même une génétique très précise, et bien celle-là, elle peut être altérée
comme je dis, par le métissage, et puis aussi, elle peut être altérée en qualité s'il arrive des problèmes là, d'ordre planétaire. On va explorer ça dans cette conférence-ci. Donc, c'est ça. L'humanité doit créer la première banque de gènes humains mondiale pour s'assurer une préservation de son ADN à long terme. Dans le fond, si on est prêt à faire ça avec les plantes, avec toutes sortes de... les animaux, etc., mais pourquoi on ne le fait pas avec l'être humain, hein? Comme je vous expliquais. Ça serait assez important, je vous dirais, ça serait même le minimum. À mon avis, n'importe quelle civilisation extraterrestre qui est le moindrement intelligente va s'assurer de la préservation de son ADN indigène. Les premières souches de son ADN qui sont apparues naturellement sur sa planète d'origine, eh bien, les civilisations extraterrestres peuvent les préserver autant sur leur planète mère que sur les satellites autour de leur planète mère ou les satellites ou les planètes telluriques. Ça veut dire des planètes où est-ce qu'il y a de la roche. Dans leur système solaire, ils peuvent aussi faire des espèces de backup où est-ce qu'elles envoient leurs gènes dans des capsules directement sur les planètes à proximité. Sauf que ces contenants-là, les containers de backup sur les autres planètes doivent être très bien cachés parce que si une autre civilisation extraterrestre arrive dans le système solaire de la première espèce, eh bien, ça se peut qu'ils aient volé l'information dans les containers, ce qui ferait en sorte que là, il y aurait toute l'information génétique de la population terrestre qu'ils veulent anéantir. Donc ça serait très mauvais pour l'espèce extraterrestre en question, y compris pour l'humanité si, advenant le cas, on veut mettre des backups, des containers de backup sur la Lune, par exemple, ou sur la planète Mars, ou même sur Pluton, où est-ce que une sonde pourrait atterrir là-bas et puis déposer dans la Terre ou sur la Terre ces contenants-là de backup génétique. Mais au minimum, il faut commencer par en faire sur la planète Terre. Dans des régions éloignées, comme on voit à Svalbard, où est-ce que là, c'est sur une île, c'est très loin des côtes, il y a plus ou moins de risques que des populations aillent détruire ces échantillons-là. Mais pour ce qui est de la préservation de l'ADN humain, à mon avis, il faudrait encore augmenter le niveau de sécurité jusqu'à un niveau où est-ce que les probabilités sont extrêmement faibles qu'il y ait une destruction à moyen et court terme, et même surtout à long terme. C'est ce qui va être le plus difficile à garantir, mais on n'a pas le choix d'y penser si on veut être certain de préserver notre ADN fondamental. Donc, si par exemple on ouvre le premier container, la première banque de gènes mondiale que j'ai pensé à créer dans le fond en premier pour l'humanité, parce que je n'ai pas vu d'autres théoriciens qui l'ont fait à l'heure actuelle, eh bien il faudrait premièrement que cet endroit-là soit parfaitement hermétique et non inondable. Si on prend la banque justement de semences qui est sur l'île de Svalbard, eh bien elle n'est pas vraiment à l'abri d'une inondation majeure. Si, advenant le cas, il arrive une météorite sur la planète Terre, et puis qu'elle ait, mettons, juste 1 kilomètre de largeur, ben ça, si elle tombe dans l'océan, eh bien à ce moment-là, ça va créer une vague immense qui risquerait d'inonder rapidement cette base de semences-là. Donc, si les conteneurs ne sont pas hermétiques, si la porte n'est pas parfaitement hermétique, etc., ah ben, il y a un risque. Probablement qu'il y a des mesures de sécurité qui ont été prises pour ça, là. Mais quand même, il faut vraiment que ça soit d'une herméticité exemplaire. Et puis, il faut aussi que cette banque-là de gènes humains soit capable de fonctionner, s'auto-réfrigérer de manière totalement automatique. Puis je dirais, pas seulement pour quelques mois, mais pour des années, voire même, je dirais, 1000 ans et plus. Pourquoi? Parce que justement, s'il arrive une catastrophe planétaire, une guerre mondiale,
justement, mettons les trappes de Sibérie qui se réouvriraient puis enverraient plein de fumée dans l'atmosphère terrestre, de gaz carbonique, etc. S'il arrive un clash, des centrales nucléaires qui prennent en feu, eh bien, on ne sera pas capable, peut-être pendant quelques années, quelques décennies, de retourner dans cette banque génétique-là afin de simplement s'assurer que les réfrigérateurs fonctionnent bien, s'assurer que les échantillons ne sont pas altérés d'aucune façon que ce soit. Donc, c'est très probable que des gens ne puissent pas se rendre pour faire cet entretien-là quotidien. Donc, on n'a pas le choix, de prime abord, de prévoir un système parfaitement autosuffisant qui, à mon avis, pourrait être alimenté dans un premier temps par des éoliennes à proximité ou des panneaux solaires ou des sources thermales, des sources thermiques dans la Terre, ou encore mieux, à l'aide de petites pastilles radioactives, un mini-réacteur qui pourrait être, lui, justement enfoui dans la montagne à proximité, donc qui comporterait pratiquement aucun risque de contamination, parce qu'on parle qu'on n'a pas besoin d'une source nucléaire très, très massive. C'est juste pour faire marcher les congélateurs, c'est juste pour s'assurer que tout va bien. Là, on n'a pas besoin d'un réacteur conventionnel. On peut avoir des batteries qui soient alimentées pareil à ce qu'on a dans les stations, les satellites spatiaux. Et puis ça va nous permettre finalement de s'assurer que peu importe ce qui arrive, les échantillons de notre ADN vont rester parfaitement intacts. Et puis ça, évidemment, c'est sans compter le fait qu'aujourd'hui, les populations mondiales, comme j'expliquais souvent dans mes conférences, voyagent beaucoup d'un pays à l'autre. Donc, il y a un danger de grand métissage de plus en plus croissant. Pas parce qu'il faut interdire les gens de voyager ou de s'installer dans d'autres pays, là, minimalement. Mais ça se voit actuellement, ça s'est vu, que des populations indigènes souches, humaines, peuvent être partiellement, même presque complètement remplacées par d'autres groupements humains, que ce soit par exemple les Indiens d'Amérique, qui ont été essentiellement remplacés à 95%, parce qu'aujourd'hui, les Amérindiens en Amérique, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, eh bien, il n'en reste pas beaucoup. Il en reste moins de 5%. Donc, ça veut dire que les 95% d'autres habitants du Canada ou des États-Unis, eh bien, c'était des Européens. Donc, aujourd'hui, dans le projet multiethnique, cosmopolitique, eh bien, c'est un risque. Donc, les Européens, là, je parle pour mon ethnie, eh bien, c'est un problème qu'à un moment donné, on peut se retrouver à être complètement métissé avec les autres pays de la planète. Donc, le fait d'être les premiers à démarrer une banque de gènes humaines, eh bien, ça serait une garantie qu'on puisse préserver de manière presque complètement intacte notre ADN souche. Ça veut dire les haplogroupes qu'on retrouve principalement en Europe, l'haplogroupe R1A, R1B, I1, I2, l'haplogroupe N, de l'haplogroupe G aussi en Georgie, mais bon, c'est pas toujours compté celui-là, là. Mais on peut commencer par protéger évidemment notre ADN, et puis si les autres pays, les autres populations mondiales veulent envoyer leur bagage génétique vers cette banque de génétique mondiale humaine, eh bien là, c'est libre à eux de le faire. Et puis à ce moment-là, ça permettrait de préserver toute la mosaïque des génétiques humaines au même endroit. Mais comme je l'expliquais, autant une banque de semences unique est quand même un risque pour une civilisation complète parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver là-bas à Svalbard. Ça peut être détruit, il peut arriver toutes sortes d'affaires, il peut y avoir un volcan, même si c'est des zones géographiques qui sont relativement stables. En tout cas, je l'espère que les géographes et puis les géomètres là-bas ont pris ces données-là en compte. Mais quand même, il peut y avoir une éruption volcanique à proximité. Il peut y avoir toutes sortes de phénomènes géologiques qui mettent en péril cette banque-là. Et puis là, malheureusement, on n'en a pas beaucoup de banques comme ça pour l'instant.
C'est probablement la seule et unique qui va couvrir autant de variétés génétiques différentes. Donc pour l'humanité, eh bien, c'est encore beaucoup plus important d'avoir plusieurs banques génétiques et non pas une seule qui serait là-bas ou qui peut être stockée dans des régions dans le Grand Nord où est-ce qu'il fait déjà froid, où est-ce qu'on peut déjà s'assurer qu'il n'y aura pas d'altération à cause de la chaleur, à cause du soleil, que c'est déjà des zones nordiques où est-ce que finalement la température est en moyenne en dessous de zéro, ce qui va créer de prime abord des conditions favorables pour la préservation des ADN. Ainsi, pour nous, les Européens, Européennes, il va nous être possible de protéger nos caractéristiques génétiques qui sont uniques sur la planète Terre, c'est-à-dire les yeux bleus, les yeux gris, les yeux verts, qui sont apparus essentiellement dans les régions nordiques, où est-ce que le taux d'ensoleillement était très faible. Donc, tous les gènes bloqueurs de production de pigment mélanine, le pigment brun, ont été bloqués pour que les individus du Nord soient le plus pâles possible pour bien absorber les rayons solaires afin que ces générations-là d'humains nordiques puissent finalement bien synthétiser la vitamine D qu'on ne retrouve pratiquement pas dans notre alimentation normale. Et puis la vitamine D, ça permet d'éviter le rachitisme chez les enfants, donc ça garantit une bonne croissance osseuse. Donc les cheveux blonds sont typiquement nordiques, les cheveux roux. Donc pour nous, les Européens et Européennes, ce sont des caractéristiques génétiques que certains démographes prévoient qu'elles vont déjà disparaître. Pourquoi? Parce que les gens qui possèdent ces caractéristiques-là, habituellement, ne les protégeront pas. Des roux ne s'accoupleront pas nécessairement avec d'autres roux. Et puis les blonds avec les blondes, c'est pas nécessairement des populations qui vont naturellement savoir qu'elles doivent se reproduire ensemble si on veut éventuellement protéger, préserver ces caractéristiques génétiques-là. À moins que vous soyez en Scandinavie et puis que la majorité de la population soit déjà blonde, eh bien là, ils vont naturellement, statistiquement, plus se reproduire entre eux. Mais ce qui n'est pas le cas dans les latitudes autres que la Scandinavie ou l'Écosse ou l'Irlande, où les gens sont majoritairement roux, eh bien, si les gens ne se reproduisent pas là-bas, eh bien, on va perdre ces caractéristiques génétiques-là, et puis tout ça va être aplani vers le brun. C'est inévitable. C'est statistique. Les gènes les plus répandus sur la planète sont des gènes de brun. Pourquoi? Parce qu'on vient des primates. Les primates, essentiellement, ils sont toujours bruns, vu qu'on vient du chimpanzé, on vient du gorille, on vient du bonobo. Ce sont des espèces de primates qui sont brunes. Donc au début, on était très brun, on avait très pigmenté de mélanine. Et puis là, avec le temps, les déplacements sur la planète, les changements de latitude, eh bien là, il y a d'autres caractéristiques génétiques qui sont apparues. Donc avec cette banque génétique-là, l'humanité au complet va s'assurer de pouvoir reproduire indéfiniment ces gènes primordiaux, ce qui est une garantie d'une qualité exceptionnelle. Hein? Je ne sais pas si vous réalisez. Là. Et puis, non seulement on va pouvoir retravailler s'il y a de quoi avec nos souches indigènes, repartir toujours à zéro ou presque, évidemment parce qu'on a évolué quand même depuis les premiers humains, là. Que ce soit sapiens archaïque ou même avant, on a quand même toujours progressé. Donc on pourrait quand même repartir avec un ADN stabilisé depuis 60 000 à 80 000 ans pour, premièrement, peut-être juste reproduire des individus parfaitement identiques à ceux qu'on côtoie à notre époque, ou sinon, hypothétiquement, optimiser cette génétique-là, tout dépendamment des peuples, pour essayer de retravailler tranquillement pas vite des nouvelles générations d'humains modifiés génétiquement, pareil comme on le fait avec les plantes, sauf que là, ces humains-là qu'on va remodifier, optimiser un peu, ben là, évidemment, ça ne sera pas seulement que pour une amélioration terrestre, mais évidemment dans une perspective de colonisation de l'espace. Donc, si il y a un grave problème
d'ordre planétaire, comme je dis, le pire serait, à mon avis, un accident nucléaire d'envergure, où est-ce que là, il y aurait des quantités astronomiques d'isotopes radioactifs qui seraient libérés dans l'atmosphère terrestre. Et bien là, à ce moment-là, c'est fort à parier que tous les bagages génétiques terrestres connaîtraient des modifications, connaîtraient des altérations très graves de l'ADN. Donc, après ça, on serait plus capable de retravailler avec des ADN souches. On n'aurait plus rien, là. Parce que tous les bagages terrestres génomiques auraient été détruits, auraient été altérés. Et puis ça, vous avez juste à regarder les populations en Ukraine qui sont proches de Tchernobyl, eh ben, elles sont modifiées, là. Elles sont altérées génétiquement. Ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs enfants qui naissent mal formés. C'est détruit là-bas. Là. Hein, on ne pourrait pas aller prélever ces ADN-là et puis aller essayer de les préserver dans la banque d'ADN. Ça donne rien. S'ils ont été trop mutés, on ne touche pas à ça. Ça, c'est sans compter les enfants qui naissent, mais aussi les enfants ensuite, quand ils vont grandir, quand ils vont croître, eh bien là, ils vont avoir toutes sortes de problèmes de croissance ou des problèmes de cancer de la thyroïde parce que les radioéléments vont s'accumuler à l'intérieur de différents organes, tout dépendamment des radioéléments. Donc, c'est le même problème. Des humains qui auraient été préservés de leur ADN. Pourquoi? Parce que, mettons, ils auraient été cachés dans des bases souterraines, que ce soit dans les grands pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis. On sait qu'ils ont des grosses bases souterraines. Probablement en Russie, ils ont des grosses bases souterraines. En Europe, ils ont certains bunkers pour les élites du gouvernement. En Chine, probablement aussi qu'ils ont des super bunkers où est-ce que l'élite communiste chinoise pourrait aller se réfugier en cas de guerre nucléaire mondiale. Eh bien, même si ces gens-là sortent quelques années plus tard, eh bien, c'est fort à parier que l'environnement planétaire serait tellement encore radioactif que leur bagage génétique à eux serait aussi altéré par la suite. Donc, la banque de gènes mondiale humaine serait toujours un gage de sécurité où est-ce que les populations mondiales pourraient aller rechercher leur ADN indigène primordial. Pareil comme j'expliquais au début, les Syriens, quand ils ont eu une guerre, tout a été détruit là-bas à cause de l'État islamique. Et bien, par la suite, ils ont été rechercher les semences qu'ils avaient envoyées dans la banque de semences à Svalbard. Ben, c'est le même principe. Donc, de préserver tous les ADN humains serait vraiment le projet, à mon avis, quasiment le plus important là, de notre civilisation. Et puis, s'il y a de quoi, non seulement on peut optimiser notre génétique, mais on va être capable aussi de la reproduire artificiellement, comme on le fait, comme certains chercheurs l'ont fait avec des utérus artificiels, où est-ce qu'on est capable de prendre des gamètes sexuelles femelles, donc des ovules, in vitro, les fertiliser avec des spermatozoïdes, et puis ensuite les envoyer dans un sac qui joue le rôle de l'utérus, mais de manière évidemment artificielle, où est-ce qu'on va envoyer, par exemple, un tuyau qui amène du sang, qui amène de l'oxygène, qui apporte des fluides séminaux, et puis comme ça, dans un sac en plastique, eh bien, le bébé brebis va grandir. Donc, c'est toutes des techniques qu'on va utiliser dans l'espace. C'est très facile à prévoir. Mais advenant le cas que sur Terre, on a des problèmes, eh bien, les utérus artificiels vont pouvoir nous aider à nous reproduire pour les futures générations, sans qu'il y ait de problème, sans qu'on ait nécessairement une mère porteuse, etc. Les utérus artificiels vont pouvoir jouer le rôle de panacée universelle de reproduction. Donc, c'est ça, les grandes catastrophes qui peuvent advenir sur Terre, eh bien, on les connaît dans l'ensemble. À part les sursauts d'étoiles, de quasars, des trucs qui arrivent à très, très, très longue distance. Par exemple, un quasar qui va tourner sur lui-même aux extrémités, au pôle nord, pôle sud, ben, il va envoyer de puissants rayons
nucléaires, en fait, de rayonnement gamma qui peuvent se projeter très 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 loin. Et puis finalement atteindre des planètes qui seraient dans cette ligne de direction-là. Mais ça, c'est quand même une probabilité qui est assez faible. Sinon, comme j'ai expliqué précédemment pour les semences, c'est le même problème. Que ce soit un réchauffement climatique incontrôlable, ou est-ce que là, la planète se désertifie, on n'est plus capable de reprendre le contrôle, on tombe avec des déserts partout, on tombe dans un monde un peu à la Dune, à la Mad Max, eh bien, la banque de gènes humains mondiale va toujours être d'un précieux recours. Ou que ce soit exactement le contraire, un hiver nucléaire, où est-ce qu'après différentes attaques nucléaires sur des villes, les villes qui brûlent engendrent tellement de fumée dans l'atmosphère que ça va bloquer les rayons du soleil, et puis la température à la surface de la planète, elle va diminuer grandement, ce qui peut entraîner un hiver rapide. Et puis ça, ces hivers-là planétaires, que ce soit créés par une guerre atomique ou par des éruptions volcaniques qui enverraient aussi beaucoup de fumée dans l'atmosphère terrestre, eh bien ça, finalement, on ne sait pas comment les hivers vont durer de temps. Et puis, des hivers planétaires, là, ça, il neige beaucoup là, pendant plusieurs années. Donc, ça peut faire en sorte que nos infrastructures soient complètement ensevelies. Donc, ça serait important de savoir exactement où est la banque de gènes mondiale humaine pour être certain d'être capable de la réatteindre si on veut à un moment donné et non pas qu'on ait besoin d'attendre à ce que toute la neige fonde. Si on sait où est-ce qu'elle est bien localisée, quand même qu'il y a 1 kilomètre de neige, eh bien, on serait probablement capable de redescendre jusqu'en bas pour accéder à l'entrepôt. Puis, même chose, comme j'expliquais, avec un astéroïde géant qui mettrait à feu la planète, qui engendrerait des feux de forêt immenses, ou encore là, qui, si elle tombe dans le désert, va entraîner encore un gros nuage de poussière, qui peut aussi causer des graves problèmes environnementaux à la planète et puis à l'humanité, que ça soit l'explosion d'une caldeira pareille à Yellowstone, eh bien c'est la même chose, c'est tous des problèmes, des catastrophes planétaires qui nous guettent. Et puis, il n'y a rien qu'on peut faire pour bloquer ça. Les populations vont mourir par millions, par milliards. Et puis ceux qui resteront par la suite, s'il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire, parce que, comme je l'ai expliqué dans une conférence précédente, nos centrales nucléaires en ce moment, nos 258 réacteurs sur la planète, ne sont pas faits pour continuer à s'auto-refroidir s'il n'y a pas d'employés. S'il n'y a pas d'employés pour aller voir s'il y a de l'eau lourde dans les piscines radioactives, eh bien, cette eau lourde-là, avec du deutérium à l'intérieur, risque de s'évaporer et puis d'exposer les conteneurs de déchets radioactifs à l'air libre. Et puis à ce moment-là, ils vont prendre en feu. Et puis ces incendies-là de centrales vont polluer définitivement la planète. Donc peu importe les catastrophes d'envergure, risquent de créer des incendies dans les centrales nucléaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller vers le nucléaire. Le nucléaire, à part dans l'espace, c'est très dangereux d'en mettre partout sur ta planète mère. Parce que c'est juste des bombes à retardement qui peuvent te sauter en pleine main, là. Et puis, même chose, les rats de marée, à cause des astéroïdes, peuvent inonder la planète, inonder les côtes, mais inonder aussi l'intérieur des terres. C'est pour ça que ça prend un entrepôt de protection des gènes parfaitement hermétique. Si à un moment donné, on avance dans les technologies, bon, les humains veulent se robotiser un peu dans le transhumanisme, mais advenant le cas qu'on crée des armées de robots, comme on voit dans plusieurs pays, là, que ce soit la Chine, les États-Unis, ils ont des chiens robots intelligents qui peuvent combattre sur les champs de bataille. Eh bien, ça se peut qu'il y ait une armée de cyborgs à un moment donné, un peu à la Terminator, qui décide de supplanter l'humanité. Eh bien là, s'il reste peu d'humains, ben au moins il y aurait encore la banque de gènes mondiale humaine pour pouvoir
restaurer notre ADN, restaurer nos populations, advenant le cas qu'on ait été grandement annihilés. Et puis aussi dans un cas hypothétique d'envahissement extraterrestre, ce qui est aussi une éventualité, s'il y a des extraterrestres qui envahissent la planète Terre et puis qui supplantent l'humanité à plusieurs égards, mais qu'advenant le cas que l'humanité réussisse à se défendre ou à survivre le moindrement, eh bien, même s'il y a des millions, des milliards de personnes qui sont mortes ou qui ont été mangées par les extraterrestres, eh bien, les humains restants, si la banque de gènes est connue, est identifiée, vont pouvoir retourner là et puis aller repiger dans les gènes, recréer des nouveaux humains avec les utérus artificiels ou tout simplement par insémination artificielle, que les femmes peuvent se réimplanter des spermatozoïdes à l'intérieur pour faire une fécondation naturelle. Tout ça va être possible avec la banque de gènes humaine mondiale. Si on ne l'a pas, on perd tout d'un coup. Il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Donc, il ne faut pas avoir seulement une banque de gènes humains mondiale, mais il faut en avoir plusieurs pour être certain qu'il en subsiste une encore dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, etc. Habituellement, pour conserver l'ADN, il faut avoir des températures entre moins 20 et moins 80 degrés Celsius. Ça, c'est les températures idéales avec lesquelles les chercheurs sont habitués de travailler. Sauf que ça prend, comme j'ai mentionné au cours de la conférence, ça prend énormément de matériel, ça prend beaucoup d'espace, ça coûte beaucoup plus cher. Sauf que depuis 2009-2010, il y a une nouvelle technique de préservation de l'ADN humain qui a été inventée, qui a été mise sur pied. C'est le fait de déshydrater complètement l'ADN, d'enlever l'eau à l'intérieur. Ainsi, c'est la compagnie Imagine qui a développé, qui a breveté cette technique-là. Et puis, ça permet de conserver l'ADN de manière pratiquement illimitée à la température ambiante dans des mini-capsules hermétiques qui s'appellent les DNA Shell. Finalement, ces capsules-là sont anoxiques, sont anhydrides, comme je l'expliquais, sont étanches. Et puis, sont marquées à la fin, les mini-capsules, par des lasers qui sont nommés Data Matrix, qui permettent de bien les identifier. Sauf que pour pouvoir mettre de l'ADN à l'intérieur, il faut faire un certain traitement de l'ADN, c'est-à-dire la purifier, la déshydrater complètement. Puis après ça, les étapes importantes, c'est de les protéger de l'eau, de l'oxygène, de la lumière et aussi probablement de la chaleur dans une atmosphère contrôlée. Et puis là, les capsules faites d'acier inoxydable, finalement ne peuvent pas rouiller. Donc l'ADN à l'intérieur va être préservé là, vraiment très très longtemps. Et puis comme ça, avec cette technique-là, dans la Banque mondiale de gènes humains, on pourrait se garantir finalement une préservation optimale de nos ADN de n'importe quel peuple de l'humanité. C'est une technologie qui avait été inventée essentiellement pour faire des économies au laboratoire, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les centres de ressources biologiques, comme on appelle, puis aussi pour les enquêtes policières, où est-ce que souvent il y a des échantillons d'ADN qui doivent être préservés durant plusieurs décennies, afin d'être certain de pouvoir résoudre finalement des enquêtes des années et des années plus tard. Puis cette technologie-là peut servir pour les laboratoires pharmaceutiques, puis différentes institutions finalement là, qui ont à cœur la préservation, que ce soit les échantillons d'ADN pour les animaux, les plantes, il y a toutes sortes d'ADN qu'on peut comme ça assécher, enlever complètement l'eau, et puis purifier l'ADN pour ensuite le concentrer dans la capsule et puis le préserver presque indéfiniment. Donc, c'est bien beau que des laboratoires comme ça, des centres de police, peu importe, aient des échantillons d'ADN humains qui soient préservés, mais
ça reste que c'est tout dans des endroits qui ne sont pas indestructibles, comme j'ai mentionné précédemment. Et puis, s'il y a une chose importante auquel il faut penser, qu'il faut s'assurer, c'est le fait que ces bâtiments-là, ces endroits-là de concentration de notre ADN humaine soient parfaitement indestructibles, autosuffisants, non inondables, etc. Et puis, c'est pas les postes de police qui vont garantir ça. Et puis, c'est pas non plus les universités. Il faut vraiment que ça soit un entrepôt qui soit spécifiquement construit juste pour ça. Et puis qu'ensuite, il y ait des sécurités mis une à une par-dessus l'autre pour éviter que n'importe qui puisse aller là. Et puis, ou que n'importe quel élément environnemental puisse finalement détruire les entrepôts et puis altérer notre ADN qui va avoir été préservé là-bas. Et puis, il faut s'attendre à ce que ces microcapsules-là, c'est là qu'on puisse aussi envoyer dans l'espace, dans les containers, backup de préservation de notre ADN humaine, comme j'expliquais au début de la conférence. Parce que là, dans le vide de l'espace, il n'y aurait probablement pas, ou avec les atmosphères ténues qu'on retrouve sur les exoplanètes, il n'y aurait probablement pas de grandes sources potentielles de destruction, à part les écarts de température là, qui peuvent être élevés, qui fasse extrêmement froid, moins 150 ou plus 150 degrés, là, qu'on soit exposé au soleil ou à l'ombre sur une planète. Et puis évidemment les radiations solaires qui peuvent représenter un risque d'altération. Mais sinon, à part de ça, sur une planète qui n'a pas d'activité géologique en tant que telle, il n'est pas supposé avoir de grosses perturbations environnementales qui viendraient détruire notre ADN, comme sur la Lune par exemple. Donc, c'est tout pour cette conférence-ci. J'espère que vous avez apprécié mon idée de créer la première banque de gènes humains mondiale qui nous assurait une pérennité dans le temps et puis qui assurait aussi que notre ADN ne soit jamais altéré définitivement pour quelconque raison. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté mon exposé. À bientôt. Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timon.